Bien, alors, nous sommes le 15 décembre. Le chef de Canal Pourpre est derrière la caméra et il va même intervenir dès qu'il le désire, car il a un micro à la main. Et nous recevons Monsieur Garrigue, encore une fois, Monsieur Garrigue, qui vient souvent à Canal Pourpre. Mais moi, je viens. Vous venez. Je vais dire un mot d'abord de notre embêtement à Canal Pourpre, puisque chaque fois qu'on essaye de parler politique, on est comme tout le monde, on est bien embêté. On ne sait pas comment faire pour essayer de saisir une réalité insaisissable, ou en tout cas fuyante, comme les saumons de la Dordogne. Puisque l'information et la communication sont pas très bien faites en ce bas monde, il est très difficile de se faire une idée de ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire la réforme territoriale engagée en janvier 2013, engagée par une loi de 2010, mais qui va se mettre en place comme ça l'année prochaine, dans quelques jours, qui concerne évidemment le global et le local, qui concerne toute la France, mais aussi notre petit coin de Dordogne. Alors, on disait tout à l'heure que l'opinion publique, l'opinion commune, la mienne en particulier, c'est en gros quelque chose qui traite cette affaire comme une usine à gaz et une guerre de clans. Une guerre de clans évidemment oligarchique, politicien, et puis donc une usine à gaz. Alors on aimerait évidemment ne pas en rester là, on aimerait éclairer un tout petit peu cette affaire, et pour ça Canal Pourpre avait demandé à pas moins de 4 intervenants de venir se pointer ici pour un magazine mensuel. Hélas, ce beau projet est un peu tombé à l'eau, puisque, à part vous, il y avait Monsieur Fourcault, il y avait Madame Vincent et Monsieur Rousseau, qu'on aurait souhaité vous voir discuter sous notre égide de modérateur, mais tout de même, pour éclairer de tous les côtés possibles cette affaire, la communauté d'agglomération, l'intercommunalité, etc. Bien, les 3 autres ont décliné gentiment. Madame Vincent, nous l'avons tout de même... elle est loin maintenant. Elle est plus sur le terrain, mais nous l'avons tout de même interviewée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, ici, sur une autre affaire un peu plus locale. Monsieur Fourcault a décliné pour des raisons internes, je crois. Il aurait voulu que des gens du pays du Grand Bergeracois soient là. Mais il reviendra sans doute. Et M. Rousseau, idem, en particulier quand il a appris que vous deviez... Moi, je ne l'ai jamais vu à Canal Pourpre, M. Oui, enfin, chaque fois qu'il y a eu un débat annoncé, je ne l'ai jamais rencontré. Il est venu pour l'inauguration. Enfin bref, manifestement, ça l'embêtait d'être à côté de vous, puisqu'il vous reproche de faire campagne, ce que, bien entendu... Mais moi, je fais campagne avec mes deniers, tandis que lui, avec sa lettre du maire, fait campagne avec les deniers des contribuables bergeracois. C'est ça la différence, déjà. Très bien. J'insiste un tout petit peu. On va essayer de ne pas monter sur vos ergots tout de suite, ni des uns ni des autres. Je répète, on voudrait faire un petit boulot. Pédagogique est un grand mot, mais enfin, un petit boulot d'éclaircissement, d'éclairage, si peu que ce soit. On ne va pas sûrement traiter ce problème compliqué comme ça en 2 coups de cuillère à peau, mais tout de même, on voudrait tendre vers quelque chose qui serait la réalité de cette affaire. Voilà, usine à gaz ou guerre de clan, j'aimerais bien qu'on sorte de ce jugement, évidemment, mais je ne sais pas très bien pour aller où. Voilà. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, on va commencer par le plus général, l'esprit de cette réforme, qui évidemment en France a une longue histoire, depuis 30 ans, 40 ans. Nous en sommes à une étape qu'on pourrait appeler une sorte de recentralisation dans la décentralisation, puisqu'il s'agit de faire des entités un peu plus générales, un peu plus globales, à partir de notre fierté française, c'est-à-dire l'émiettement des 36 000 communes françaises. Il semble que cet émiettement ne soit plus guère tenable, pour des raisons peut-être que vous allez nous indiquer, que d'autre part, l'Europe est là, avec sa fédération, avec sa régionalisation, j'emploie ces mots avec beaucoup de guillemets, rien n'est fait de ce côté-là, mais tout de même on semble aller vers une sorte de
recentralisation décentralisée. Voilà, c'est un peu bizarre, c'est déjà un peu mettre le doigt sur l'usine à gaz, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette présentation très globale? Non, moi je pense que votre présentation, il y a beaucoup de juste dans ce que vous dites, mais je vais répondre 3 choses. D'abord, je pense que l'intercommunalité est nécessaire parce que, je veux dire, on a fait la décentralisation, mais la décentralisation, si vous n'avez pas de moyens et si vous n'avez pas un espace pour agir, je dirais, ça ne sert à rien. Et donc je pense que il était nécessaire, et d'ailleurs j'ai moi-même été à l'origine. Qu'est-ce qui coince exactement de ce point de vue-là? C'est-à-dire si vous n'avez pas de moyens, mais jusqu'à présent, on n'a pas observé que tout foutait le camp, je veux dire. Les routes continuent à être entretenues. Oui, mais je veux dire, si vous voulez mener une action significative, si vous décentralisez, c'est-à-dire vous confiez plus de pouvoir aux échelons territoriaux et désignés par les citoyens du territoire concerné. S'il n'y a pas de moyens pour agir, je dirais c'est une liberté, et c'est purement formel. La liberté locale est une liberté purement formelle. Tandis que l'intercommunalité, ça a permis, si vous voulez, d'agir sur des territoires sur lesquels on peut mener des actions significatives et puis d'éviter un certain nombre de duplication de services, etc. Et puis ça permet aussi de mobiliser des moyens, des ressources qu'on n'aurait pas à l'échelle d'un petit territoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer, je vais y revenir, hein, les communes. Elles ont une autre utilité à mon avis, mais je crois que l'intercommunalité, ça répondait vraiment à un besoin. Une rationalisation des moyens, voilà. D'accord. Mais alors, écoutez, évidemment, donc ça, moi, juste pour en rester à ce point de vue très général, il y a eu la création des pays il n'y a pas très longtemps, hein, une petite dizaine d'années. Il semble que les pays soient un peu condamnés maintenant, enfin cette entité nommée pays soit condamnée par cette nouvelle étape de la réforme territoriale. Bon, vous voyez bien ce qu'on peut penser de l'extérieur, sans doute. Oui, parce que... non, voilà, parce que les pays, on les supprime. Oui, mais parce que les pays, si vous voulez, étaient utiles, je pense, dans une phase transitoire pour unir des intercommunalités et avant qu'on aille vers ces intercommunalités plus fortes, que personne ne conteste, parce que je vois qu'elles ont été... l'idée qu'il fallait renforcer les intercommunalités, c'est quand même une idée qui a fait relativement consensus dans notre pays. Oui, ça a été voté par tous les partis. Ça a été voté par tout le monde. C'est pas là-dessus qu'il y a eu des affrontements sur la loi sur les collectivités territoriales. Les pays, si vous voulez, ils ont servi dans une phase transitoire avant la mise en place de ces grandes intercommunalités comme une instance qui permettait justement de mieux s'organiser à l'échelle d'un territoire. Maintenant qu'on a de plus grandes intercommunalités, c'est vrai que l'utilité des pays est moins évidente. Elle est un petit peu moins évidente. Parce que l'échelle du pays était en quelque sorte ça correspond un peu plus que la commune, mais un peu moins que l'intercommunalité. Il y a des endroits certainement où les pays resteront utiles, il y a des endroits où, je dirais, et aujourd'hui les pays ont un statut, non plus dans la loi qu'un statut purement associatif. Donc je dirais ça dépend de la volonté commune des intercommunalités de maintenir ou de ne pas maintenir un pays qui correspondrait à un espace plus vaste. Mais je dis que ça a été utile comme phase transitoire dans une perspective d'aménagement du territoire. Mais aujourd'hui, on va vers ces grandes intercommunalités. Moi, je me suis engagé, quand j'étais maire de Bergerac, on a créé la communauté de communes de Bergerac-Pourpre. C'est quand même une expérience, je pense, qui a été positive. Et aujourd'hui, on parle d'aller vers une communauté d'agglomération qui sera encore plus vaste et qui correspondra à la grande agglomération bergeracoise. Attendez, je veux juste pour continuer sur le plan très général. Ok, on va faire crédit aux politique de rationalisation, de temporalisation, en disant voilà, le pays, ça a correspondu à une époque, à un moment donné, ça a été nécessaire. Ça serait peut-être pas mal de les supprimer pour aller un peu plus loin. Il y a des cas où ils peuvent rester utiles, des cas où ils ont moins d'utilité. C'est ça. On va vous faire confiance pour vous dire, ok, vous rationalisez, vous pensez à l'avenir en termes très modérés, modérateurs, vous n'allez pas trop vite ni trop lentement. Enfin,
Ok. Maintenant, attendez, cette affaire-là pose un autre problème, c'est celui du contrôle citoyen. Voilà, mais je suis entièrement... Voilà, alors c'est là que... voilà. C'est très bien. Je pense que c'est là qu'est le problème. Je pense que nous demande notre avis. Je pense que c'est là qu'est le problème. Je pense que c'est là qu'est le problème, parce que à partir du moment où on a créé ces ensembles plus vastes, il faut que les choses soient transparentes et que les choses soient claires. Je dirais pas seulement aux yeux des citoyens, mais je dirais même aux yeux déjà des élus qui sont engagés dans cette aventure. Et moi, je vois, quand je vois des élus d'un certain nombre de communes qui sont engagés dans la démarche d'intercommunalité, j'en vois un peu partout qui me disent ça se passe au-dessus de nos têtes et on est mis en dehors de cette affaire-là. Donc il y a quelque chose qui est grave aujourd'hui et qui n'est pas normal. Et je crois que ce qui n'est pas normal, c'est que ça se fait de manière... peut-être que dans la phase de constitution, c'est inévitable, mais ça se fait de manière quelque peu oligarchique. C'est-à-dire que quand on met en place ces grandes intercommunalités, d'abord, il y a des élus qui pèsent plus que les autres, c'est ceux des grosses communes, plus ceux qui sont associés parce qu'ils ont réussi à prendre le bateau le train en marche quand il était temps. Et puis les autres, ils ont l'impression trop souvent qu'on les informe après coup et qu'ils ne sont pas vraiment entendus. J'ajoute que le corps préfectoral joue un rôle dans cette affaire-là qui est souvent un petit peu ambigu, parce que d'un côté, le corps préfectoral souvent joue un rôle de conseil qui est très utile et très précieux. Les sous-préfets, c'est ça, les professionnels, c'est eux. Voilà, c'est des professionnels. Et puis, mais en même temps, je dirais que le corps préfectoral a tendance à pousser à la roue dans cette affaire-là, parce que c'est une des idées sous-jacentes, c'est d'avoir le moins d'interlocuteurs possible en face de soi, parce que ça facilite évidemment les choix, l'attribution des crédits. Bon, voilà. Donc le grand problème aujourd'hui des intercommunalités, c'est que ça se passe très au-dessus de la tête des citoyens. Et moi, je suis convaincu, et j'en suis de plus en plus convaincu, que la seule façon de sortir de cette situation, c'est de remettre du suffrage universel dans cette affaire-là. Et remettre du suffrage universel, c'est faire en sorte au moins que les exécutifs des intercommunalités soient élus au suffrage universel en même temps par exemple, que les élections municipales. C'est-à-dire des questions très précises. Avec, non, pas le référendum. Là, on peut organiser des référendums. Mais des votations régulières. Alors, on peut faire du référendum, mais ce qu'il faut surtout, c'est que les gens qui sont à la tête de ces intercommunalités soient élus au suffrage universel. Parce que ça les obligera, ce qu'ils ne font pas à l'heure actuelle. J'ai ici... c'est pas pour attaquer monsieur... Non, mais je le dis parce que c'est... Non, mais c'est pas pour attaquer monsieur Rousseau spécialement, mais je lis sa lettre du maire dont on a parlé tout à l'heure, qui est consacrée à l'intercommunalité. Moi, je lis ce qu'il y a dedans. C'est le vadémécum, c'est le discours passe-partout, aujourd'hui, de n'importe quel président d'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on ne met pas... On ne met pas en réalité les vrais dossiers devant les citoyens. Et si les exécutifs étaient élus au suffrage universel, je suis désolé, le suffrage universel, ça oblige à mettre les dossiers sur la place publique. Je vous réponds que c'est déjà le cas. Il vient d'y avoir un conseil municipal il n'y a pas très longtemps où on a nommé 22 délégués à l'intercommunalité. Ces gens sont élus. Et je crois que la loi prévoit ça, que les élections municipales de 2014 mettront dans la liste... Oui, c'est pas le suffrage universel, ça. C'est pas ça que j'appelle le suffrage. Pardon, l'élection municipale... Non, mais attendez, l'élection municipale... Non, mais attendez, c'est pas ça qui va se passer. Non, mais c'est pour ça qu'on a choisi... La solution qui a été retenue est une solution bâtarde. C'est-à-dire qu'au lieu d'élire les exécutifs directement au suffrage universel, on a trouvé une solution qui est de dire, dans les listes des conseils municipaux, on dira quels seront les gens qui siégeront dans l'intercommunalité. Voilà. Mais ça ne vous permet absolument pas de savoir qui sera en réalité à la tête des intercommunalités. Ah bon? On a voté ça se fera au deuxième degré. Ça se fera au deuxième degré. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut... Non, mais justement, moi, je suis pour la démocratie directe et vraiment directe. D'accord. Bon, là, il y a un petit truc à faire, effectivement. Et je pense qu'il faut que les exécutifs, si on veut que les dossiers... Parce que le suffrage universel... Vous pensez qu'il faut qu'il y ait des élections spécifiques pour la... Exactement. Voilà, parce que le suffrage universel, il a quand même plusieurs vertus. La première, c'est que... les choix sont entre les mains des citoyens. Première chose, c'est quand même la raison d'être du suffrage universel. Deuxième, oui, mais enfin bon, on peut en discuter, mais quand même, grosso modo, c'est ça.
Deuxièmement, Vous oubliez le règne des partis. Les gens qui sont élus au suffrage universel direct, ils ont quand même une légitimité plus forte que ceux qui sont élus au suffrage indirect. Non, bien sûr, bon. d'accord. Et troisièmement, et ça on l'oublie, et c'est là que c'est très important, c'est que le suffrage universel, il oblige les gens qui sont candidats à mettre les dossiers sur la table. Vous ne pouvez pas aller au suffrage universel sans mettre les dossiers sur la table. Donc c'est un facteur de transparence. Et ce qui manque le plus aujourd'hui dans ces intercommunalités, c'est la transparence. D'accord. Vas-y. Oui, j'aurais juste une question. Parce que Philippe est derrière la caméra. Oui. Mais il parle. Là. Je parle. On peut partager vos propos par rapport au contrôle citoyen, au suffrage universel. Mais concernant le Pays du Grand Bergeracois, vous êtes membre du bureau du Pays du Grand Bergeracois, qui est un outil fondamental pour l'aménagement du territoire. Et là, pour le coup, il n'y avait pas du tout de suffrage universel. Ça a été constitué en association, des élus, la société civile. À ce moment-là, vous en faites partie. On ne vous a pas entendu évoquer... alors écoutez, si j'ai contesté, je me suis battu comme un chien à l'intérieur du Pays du Grand Bergeracois. D'abord sur une chose qui me paraissait essentielle, parce qu'on essayait d'empêcher ça au départ, c'est que ce soit précisément les élus qui soient l'élément moteur dans le Pays du Grand Bergeracois. Que ce soit au moins les gens qui procédaient du suffrage universel qui soient les éléments moteurs et en particulier une administration. Voilà, exactement. Donc certes, mais on n'était pas dans la démocratie directe dans le sens où les citoyens n'avaient aucun droit de regard sur les décisions du Pays du Grand Bergeracois, par exemple. Je dis que les pays, c'était un pis-aller. Parce que les pays, il y a eu des structures très différentes. Vous avez des pays qui ont été des fédérations d'intercommunalité dans certaines régions, donc c'était vraiment les élus qui étaient au cœur du dispositif. Et c'est vrai qu'en général, là, ça a permis, si vous voulez, de faire des choses plus rationnelles entre plusieurs intercommunalités. Il y a pays, en fait. Voilà. Et puis vous avez des pays qui ont fonctionné plutôt sur un modèle associatif plus ou moins respectueux de la démocratie. Et c'est le cas chez nous, d'accord. Enfin, ici. Ça a permis d'associer aussi, parce qu'il y avait quand même le conseil de développement. C'était une forme de conseil économique et social. Bon, quelquefois on y a mis un peu trop les copains et les copains des copains, mais quelquefois aussi on a fait l'effort d'y mettre des gens qui étaient vraiment représentatifs du monde associatif, du monde économique, social, etc. Toute soupe n'est pas mauvaise. D'accord. Voilà. Oui, ok. Alors, on va. Ça va, Philippe? Tu veux pas? On va en rester là pour l'aspect général et en venir maintenant, donc la deuxième partie de notre petit entretien, ce serait sur le plan local, bien qu'évidemment on ne peut pas ignorer tout ce qu'on vient de dire, mais voilà, sur le plan local, qu'est-ce que ça veut dire que cette intercommunalité un peu transformée? Si vous permettez, je voudrais rajouter une chose, parce que dans ces affaires de grandes intercommunalités, et moi je l'ai vu en discutant avec les élus, et notamment quand on leur dit il faudrait élire les exécutifs au suffrage universel, ils disent ça va être la fin des communes. Moi je dis le vrai problème de l'avenir des communes, du devenir des communes, c'est que c'est pas le problème que les intercommunalités aient un exécutif élus au suffrage universel, c'est qu'il y a une délimitation claire entre les compétences de l'intercommunalité et les compétences des communes. C'est là qu'est le vrai problème, et c'est celui-là qu'il faut aussi mettre sur la table de façon claire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait eu déjà des discussions au niveau national sur cette fameuse compétence générale des communes. Voilà. Et donc il faut faire très attention à ça. Bon, très bien. Alors, voilà, maintenant passons donc à, vous allez être content, donc nous, comme document sur le point de vue local, nous avons en effet une lettre du maire de Bergerac à propos de communauté d'agglomération bergeracoise. Voilà, moi ce qui frappe là aussi, si je joue encore une fois le jeu de l'opinion publique lambda, qui lit un petit peu, mais qui n'y connaît pas grand-chose, je suis évidemment, interloqué, impressionné, un peu intimidé aussi, puisqu'on commence par me dire, vous pratiquez déjà l'intercommunalité, probablement sans le savoir. Donc c'est bien des éléments du problème. C'est embêtant parce qu'on me dit tout de suite, tu sais, tu ignores déjà tout ce qui arrive, quoi. Et donc on voit bien que la situation dans laquelle on me met, c'est de dire, écoute, tu n'en sais rien, bien sûr, parce que tu es un peu couillon, mais on va s'occuper de toi et je t'assure qu'on va faire vachement bien. Il faut aller plus loin, on parle de nécessité, on parle de réunion, d'union, de bénéfices pour tout le monde, au bénéfice de tous, voilà, on parle d'exigence et de nécessité. Bref, alors c'est sûrement pas de la faute de M. Rousseau, à qui je poserai d'ailleurs, à qui je ferai les mêmes remarques s'il veut bien venir ici, mais
voilà, ce qui est embêtant, c'est de dire, écoutez, c'est une affaire de professionnels, c'est une affaire de métier, c'est une affaire d'exigence et de nécessité contre laquelle on ne peut rien. Bon, où suis-je, quoi, hein, qu'est-ce que... Moi, je suis très content de savoir qu'on me veut du bien. Bien sûr, ils ne vont pas me dire, on vous veut du mal, quoi. Bien sûr qu'on me veut du bien, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant du point de vue politique. C'est au niveau très général, c'est toujours cette affaire de professionnels, quoi. Qu'est-ce que vous voulez je suis très content de voir que c'est des professionnels. Moi, je croyais qu'il y avait une administration pour ça, mais on me dit les politiques sont aussi des professionnels. Et donc, je suis bien embêté parce que moi, qu'est-ce que vous voulez, l'amour n'est pas professionnel, les choses importantes ne sont pas professionnelles. Je croyais que la politique, c'était pas une affaire de professionnels. C'est l'affaire de tous les citoyens. De citoyens. Donc, voilà. Donc, est-ce que sur le plan bergeracois, c'est encore une affaire de professionnels? Moi, je vais vous dire, allez-y. Je parle pas de l'aspect. Je parle pas de l'aspect. Je vais pas revenir sur l'aspect cette lettre d'Urmer qui surgit à peine un peu plus d'un an des municipales. Bon, déjà c'est un petit peu curieux comme méthode, mais enfin ça, je crois qu'il y a. Il y avait une procédure qui était engagée là-dessus par l'opposition municipale. Mais vous renvoyez la balle à Monsieur Rousseau. Mais il n'est pas là, a dit. Oui, mais il avait qu'à être là. Les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. Mais moi, ce que je constate en lisant ce texte, c'est que vous seriez à Alès, à Commercy ou à Saint-Quentin, on vous raconterait exactement la même chose. Okay. Ça serait exactement le même discours. Vous êtes sûr que vous auriez fait mieux à sa place? Non, parce que je pense que si on parle de... Je ne sais pas si j'aurais fait mieux, mais ce que je sais, c'est que ce qu'attendent les citoyens sur l'intercommunalité, c'est premièrement qu'on leur dise clairement quelles sont les compétences de l'intercommunalité. C'est-à-dire ce qui relèvera de l'intercommunalité, ce qui relèvera des communes. Et ça là-dessus, c'est pas clair. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? C'est pas dit, c'est pas expliqué. Les compétences les plus... Moi, je trouve extraordinaire. Ça s'appelle la lettre du maire, d'ailleurs, mais il n'y a pas un seul mot sur ce qui reste comme compétence à la ville de Bergerac, ce qui est quand même un petit peu curieux. Alors allez-y, hein, vous avez... Voilà, donc ça c'est déjà une chose que les gens ont envie de savoir. Dites-moi. Première chose, je dis. Deuxième chose, on nous parle d'économie, de tourisme, de proximité, etc. Mais il n'y a aucun projet qui est clairement défini, il n'y a aucun échéancier. Arrêtez avec les négations. On n'explique pas. Mais non, mais je dis ce dont les citoyens ont besoin. On n'explique pas quels sont les enjeux financiers, on a besoin qu'on nous ce que ça va coûter, etc. On a besoin qu'on nous explique et de nous demander notre avis sur les choix qui vont être faits. Quelles sont vraiment les attentes? On a l'impression qu'on guide tout le monde par la main. Et puis, ce que je constate aussi, moi je vois par exemple le transport, il n'y a pas grand-chose. L'urbanisme, qui sont quand même des enjeux énormes à l'échelle de cette agglomération. Il y a 2 documents. Donc c'est des compétences, ça. Oui, d'accord, mais lisez ce qu'il y a là-dessus. C'est vraiment un peu un des cœurs du problème. Il y a 3 lignes à chaque fois sur l'urbanisme et 3 lignes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de cette nouvelle compétence qui vous paraît vraiment défendable, justement, en disant, ben voilà, l'intérêt de l'intercommunalité, c'est ça. Oui, je pense que les vraies questions à poser, j'en vois 3. L'urbanisme. À partir du moment où on parle d'urbanisme, est-ce qu'il faut qu'on ait un plan local d'urbanisme qui soit défini commune par commune, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on passe à une définition à l'échelle de l'ensemble? Ça paraît raisonnable. Ça, c'est une vraie question. Oui, non, et ça intéresse les citoyens, parce que c'est très important, et que ça donnerait de la cohérence. Bon, mais là-dessus, il y a un document très important. Moi, quand j'ai été président de l'intercommunalité de Bergerac-Pourpre, c'est le programme local de l'habitat. C'est-à-dire où est-ce qu'on va faire l'effort de construction, etc. Il n'y en a pas un mot. C'est-à-dire que, excusez-moi, le PLH... c'est sous-entendu. Ah oui, c'est sous-entendu, mais enfin c'est très sous-entendu, il n'en est pas question. Et il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que sur ce dossier majeur, on n'a pas avancé d'un iota. On nous parle de transport. Il y a un document qui est très important. Et nous ne l'avions pas encore engagé. Sur le PLH, on avait commencé à réfléchir. Mais je dis les choses clairement, là-dessus, on n'avait pas commencé vraiment à travailler. Et c'était sans doute un tort. Mais je vois que 5 ans après, on n'a pas avancé davantage. C'est le plan des déplacements urbains. C'est tout ce qui est la logique de déplacement des habitants à l'intérieur de l'intercommunalité. Et c'est ça, aujourd'hui, qui devrait être au cœur. C'est ça qui devrait être au cœur du débat. Parce que c'est ça qui préoccupe les Bergeracois et les habitants des communes voisines. C'est comment on se déplace à l'intérieur de cette agglomération. Bordeaux, de la LGV, oui, d'accord. Oui, mais on en parle de manière, très littéraire et sans aller au fond des choses. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que les enjeux soient posés clairement. C'est qu'on donne aux citoyens
des éléments d'information et qu'on leur permette de s'exprimer dessus. On est d'accord, mais voilà. Bon, mais ça y est pas. Je suis désolé, aujourd'hui, ça n'y est pas. Vous exagérez. Bon, mais j'exagère. Non, mais bien sûr que c'est bonnes intentions. Mais moi, je sais ce que je ferai. Tout le monde les défendrait. Non, mais je sais ce que je ferai. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire concrètement, mis à part cette affaire de suffrage universel dont vous avez parlé justement sans doute, mais donc d'associer les citoyens au maximum à cette affaire, mais quel est vraiment l'intérêt de l'intercommunalité? Pourquoi est-ce que maintenant ça devient nécessaire, puisque c'est le grand mot de ce genre de papier? Pourquoi ça devient nécessaire? Je l'ai dit, on a fait la décentralisation. C'est-à-dire qu'on a décidé de confier, et c'est quand même très important, et puis je pense que c'était vraiment une attente, et c'était nécessaire de confier le pouvoir de décision qui appartenait auparavant au pouvoir central ou à ses représentants, de le confier aux élus locaux, aux représentants locaux des citoyens, et finalement aux citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire leur donner la capacité de décider dans les domaines qui les concernent. Mais pour que ça soit significatif, je dirais, et pour qu'on puisse à la fois prendre des décisions qui aient de la portée et avoir les moyens de le faire, il faut quand même que ça se fasse dans un cadre qui soit suffisamment large et suffisamment fort. Si vous le faites, je dirais à l'échelle de Bergerac, on peut faire quand même pas mal de choses, mais à l'échelle de beaucoup de communes voisines qui ont souvent moins de 1000 habitants, je veux dire, vous heurtez très vite aux limites de l'action. Il y a quand même un argument. Et puis il y a des inégalités. Voilà. Je veux dire, il y a des inégalités contre lesquelles c'est un des intérêts normalement des intercommunalités. C'est de lutter, contre les inégalités qui existent entre communes. Vous avez des communes, par exemple, où il y a des crèches, d'autres communes où il n'y en a pas. Vous avez des communes qui sont bien équipées en matière de voirie, avec des services de voirie qui sont capables d'entretenir, etc. Vous en avez d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Si vous voulez, pour toutes ces questions, ça l'enjeu. C'est ça les enjeux. D'accord, mais pour toutes ces questions, il me semble que effectivement prendre l'avis de l'opinion publique, et y compris des professionnels, par exemple des crèches ou des choses comme ça, serait vraiment utile. Et c'est vrai qu'on s'acheminerait vers une sorte de conscience un peu suisse comme ça, en disant une votation régulière. Servirait précisément à s'assurer que on fait des choses avec les référendums locaux à certains moments. Ce qui s'est peu développé en France. Référendum est un grand mot, je sais pas. Consultation locale. Oui, c'est ça. Consultation avec des gens qui s'y connaissent sûrement largement autant que. Bon, alors j'ai lu aussi dans divers articles que sur les compétences financières, puisqu'il y a quand même des intérêts sonnants et trébuchants à travers cette affaire, on pourrait peut-être terminer d'ailleurs par là. Tout le monde soupçonne évidemment de conflit d'intérêts. Chacun dit oui, il y a lui qui veut prendre la place du vice-président machin ou du président machin. Chacun veut son petit quart de beurre ou je ne sais pas quoi. Comment on fait pour éviter ça? J'ai vu que les syndicats et les entreprises étaient inquiets, évidemment pour des raisons différentes sans doute, de cette intercommunalité, en disant attention. De l'intercommunalité bergeracoise Non, en général. Oui. Le MEDEF, etc. Et puis les syndicats, en disant ça va augmenter les occasions de conflits d'intérêts, les occasions de prévarication, voire de corruption. On a quand même, hélas, vous avez fait partie d'une classe politique qui n'est pas brillante aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas que le monde politique, malheureusement. Il y a un certain nombre d'acteurs privés qui ne sont pas. On commence à se dire, tous pourris, c'était peut-être pas une blague. Oui, d'accord. Enfin, je veux dire, les donneurs de leçons, quelquefois. Mais enfin, vous appelez pas Monsieur Guérini, mais enfin, non. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est-à-dire comment éviter, en effet, ce qui est sans doute vrai, cette multiplication d'occasions de corruption, de prévarication, de conflits d'intérêts, de choses un peu embêtantes. Écoutez, moi je crois là-dessus, d'abord, je crois que c'est quand même... j'ai le sentiment quand même qu'on a voté beaucoup de textes quand même qui encadrent beaucoup plus les élus que ça n'était le cas. Oui, il y a des lois. Il y a des lois. Alors après, ce qui est pas encadré, et ça, je veux dire, on en a beaucoup parlé, il y a même une commission qui a siégé là-dessus. Je crois que la commission Jospin récemment a repris ce sujet-là. C'est les conflits d'intérêts. Ça, je veux dire, moi je les ai dénoncés d'ailleurs ici dans le Bergeracois parce qu'ils sont manifestes dans un certain nombre de cas. Ah, il y en a.
Ah ben c'est évident. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cumulent des fonctions d'élus, de responsables de syndicats professionnels, de responsables d'organismes consulaires, etc. Et je veux dire, il y a un mélange des genres qui, à la fin, est quelquefois une espèce de chaîne sans fin qui fait qu'on ne sait plus très bien. Alors, moi, je crois... Non, je crois qu'il faut limiter les indemnités de nos représentants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un autre problème. On peut discuter du montant des indemnités, ça, tout à fait d'accord. Mais ce que je crois, le problème des conflits d'intérêts, c'est qu'il faut que dans la loi, on dise clairement, si on a telle responsabilité, on ne peut pas avoir en même temps telle autre responsabilité. D'accord. Voilà, et c'est le problème du cumul des mandats. Et c'est relativement facile à faire, ça? Je ne dis pas que c'est facile à faire, parce que c'est toujours un petit peu délicat. Il y a sûrement des... Mais on peut fixer, mais on a besoin de règles aujourd'hui beaucoup plus strictes et rigoureuses que celles qu'on a eues jusqu'à présent. Et je crois que les citoyens l'attendent, ça. Il y a une attente. Je vous dis, il y a eu des réflexions aujourd'hui qui ont été suffisamment poussées pour qu'on puisse légiférer sur on n'entend d'ailleurs pas assez souvent, je vais me faire l'avocat du diable, mais effectivement, limiter les indemnités de nos représentants, c'est risquer de les voir d'autant plus intéressés par les dessous de table. Et donc il faut quand même les trouver. Non, mais on est d'accord. Non, mais il faut des choses équilibrées. Il faut des choses équilibrées. Voilà. Et puis, je veux dire, il faut éviter que les gens cumulent 50 indemnités à la suite, parce que sinon ils vont chercher des fonctions pour avoir des indemnités, certains. Bon, je crois qu'il faut faire non, mais là-dessus il faut être strict. C'est difficile. Bon, mais je dirais sur les indemnités, il y a quand même eu déjà un petit peu de législation. Il faut peut-être l'affiner, la renforcer sur certains points. Mais je pense aussi que sur l'autre problème, qui est le problème des conflits d'intérêts, et le problème du cumul des mandats, c'en est un premier exemple. Moi, j'ai pris conscience de certaines choses. J'ai longtemps défendu l'idée qu'on pouvait cumuler, que c'était pas forcément une mauvaise chose de cumuler certains mandats. C'est vrai que dans certains cas, vous pouvez avoir un conflit d'intérêts. Donc, il faut être très attentif. Il faut être attentif, très attentif. On va pas revenir à la question du cumul. On est dans le conflit d'intérêts. On peut être dans le conflit d'intérêts assez facilement. Bon, peut-être un dernier truc quand même, c'est l'affaire des médias. Du coup, pour préparer cette émission-là, je me suis penché un peu sur les journaux locaux, quoi. Enfin, le journal local essentiellement, puisqu'il y a un monopole de fait ici avec Sud-Ouest. Et c'est vrai que c'est absolument désolant. Enfin, je veux dire, les articles sont d'une pauvreté sans nom, et on laisse effectivement la parole. Ils se défendent en disant ah c'est super, les commentaires sont ouverts, les forums, enfin, et on est encore plus désolé de lire la réaction des. Il y a peu de gens qui vont sur les forums. Des 4 ou 5. C'est toujours les mêmes. Qui sont sûrement des gens gentils et tout ça, mais c'est d'une. Enfin, on ne parle pas de l'orthographe, qui est une catastrophe, mais enfin, c'est vraiment lamentable. Et on se dit, mais l'opinion publique est bien meilleure que ça, quoi. La connaissance la plus bêta ferait mieux, enfin, que tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez agir là-dessus? Est-ce que vous avez des idées sur la question? Ça aussi, c'est une question. Non, mais bon, le problème, écoutez, moi, je ne vais pas relancer. J'ai été à certains moments j'ai dit à Sud-Ouest que je pensais à certains moments, parce que c'est vrai que ça pose un problème à un quotidien qui est... Bon, c'est pas non plus de leur faute. Non, mais je dis pas que c'est de leur faute. Et ils essaient de donner la parole, de retransmettre ce que disent les uns et les autres. Bon, et quelquefois aussi d'exprimer leur propre point de vue, parce qu'un journaliste, moi je comprends qu'un journaliste, il est aussi envie quelquefois de dire ce qu'il pense. Mais voilà, mais je veux dire... Oui, mais voilà, bon. Alors, moi ce que je crois, c'est qu'il faut que le débat, c'est aussi aux politiques de l'animer, de le faire, d'apporter de l'information, d'apporter... Voilà, je pense que... Moi, si je décide demain de partir aux élections municipales à Bergerac, j'apporterai... je le ferai en apportant de l'information et en apportant des propositions. Je considère que c'est quand même le rôle aussi des candidats... Ben, on a le droit de changer d'avis. C'est le rôle des candidats et des élus aussi, je pense, d'apporter des éléments d'information. Et je pense que c'est bon qu'il y ait un débat contradictoire en permanence. D'accord. On va pas vous relancer. On en a besoin. On en a besoin. C'est ça qui fait vivre la démocratie. On va pas vous relancer sur cette. Oui, non. Mais chaque chose en son temps. Oui, bien, on y reviendra sûrement. Bien, Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Non, tout va bien. Vous voulez ajouter un truc? Ça vous paraît? Non, mais moi, vraiment, je crois que si je peux rajouter quelque chose, je crois que le problème aujourd'hui, il faut vraiment
mettre plus de suffrages universels qu'il n'y en a. L'élection, on voit bien... Votons. Non, mais je veux dire, c'est quand même ça, la citoyenneté, elle s'exerce d'abord à travers ça. N'oublions pas que le débat est important aussi. Moi, oui, mais c'est les élections, c'est les votes qui suscitent... Oui, mais c'est les votes souvent qui suscitent le débat. Le fait que la présidentielle et les législatives aient été bloquées en même temps, je pense que ça, malheureusement, c'est une catastrophe. Bon, ça, je l'ai dit, ça a conduit à une bipolarisation exacerbée qui est la négation de la démocratie et qui n'est pas l'intérêt du pays. Deuxièmement, je vois au niveau européen, on a des institutions européennes dans lesquelles le suffrage universel a beaucoup de mal à pénétrer parce que les parlements nationaux ne sont pas suffisamment impliqués et parce que le Parlement européen, on va avoir une échéance en 2014 très importante. Normalement, les élections européennes, elles devraient avoir pour conséquence la désignation, le choix du futur président de la Commission. Je crois que la plupart de nos concitoyens n'ont pas conscience de cet enjeu et il faut le leur faire savoir parce que c'est un enjeu considérable. Et puis la démocratie locale. Oui, mais la démocratie. Oui, mais ça se passe partout. Et la démocratie locale, je crois que vraiment, si on n'élit pas demain et rapidement les responsables des intercommunalités au suffrage universel, on va laisser dépérir la démocratie locale. D'accord. Bien. Eh bien, le dieu politique vous entende. Merci. Voilà. Et puis, un de ces quatre, sans doute. Voilà. Merci. La noche llega como una herida, milonga barrios, 20 en París.